Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce premier épisode de Flat Out, ce premier podcast du coup que je viens de lancer. La Formule 1 a bouclé la première partie de sa saison et c'est l'occasion idéale de faire le point. Nous allons revenir sur les grandes tendances, les forces en présence, les équipes qui ont marqué des points et celles qui doivent réagir. Ensemble, on décrypte ce début de championnat avant d'aborder la suite de la saison. C'est parti! Alors, pour ce premier épisode de ce podcast Flat Out, nous allons du coup parler de cette première partie de la saison. Du coup, on va commencer par le bas et remonter vers le haut avec nos amis de chez McLaren en première position. Alors, 10e position, tout en bas, nous avons nos Français de chez Alpine avec 20 points. Alors, que dire de cette première partie de saison pour Alpine? Alors honnêtement, je ne saurais quoi dire de cette équipe parce que je pense que personne ne comprend le projet qu'il y a dans cette équipe. Je pense que même Pierre Gasly, et j'ai très peur pour lui, mais je ne sais pas dans quelle direction ils veulent aller, même s'ils ont ramené Flavio Briatore, tout ce que vous voulez. Ils veulent viser les sommets, mais c'est clairement pas avec une instabilité telle que la leur qu'ils vont y arriver. Il faut pas l'oublier, ils ont cessé de virer des directeurs depuis qu'ils sont arrivés, que ce soit chez Renault avant ou Alpine maintenant, c'est pareil. Il n'y a aucune stabilité, il n'y a rien qui va, on ne sait pas où ils veulent aller, les directeurs techniques se font virer les uns après les autres, et à chaque directeur technique ou team principal qui part, c'est grosse tollée sur grosse tollée parce que ils y vont franco quoi, ils dénoncent vraiment ce qui se passe dans cette équipe, c'est pas joli. Donc écoutez, 20 points, Pierre Gasly nous fait des coups d'éclat. Grand bien lui fasse, tant mieux pour lui, mais par contre l'écurie Alpine sur cette deuxième partie de saison, de toute façon il n'y aura plus de développement. Ils ont donné un contrat de 5 courses pour Jack Doohan, ça n'a pas marché. Franco Colapinto, c'est pas mieux, donc je comprends pas le projet derrière. Après ils vont mettre qui? Paul Aron, mais Paul Aron ça va être pareil. Voilà, je pense que personne ne comprend vraiment où est-ce qu'ils veulent aller, quel est leur projet sur le long terme, si tant est qu'ils en ont un. Même si le nouveau patron du groupe Renault a annoncé récemment qu'effectivement ils étaient toujours en Formule 1, tout ce que vous voulez. Mais quand une écurie commence à vendre ses actifs à des investisseurs privés, c'est pas pour rester en Formule 1, ou en tout cas rester sur le long terme. Quand tu commences à vendre, généralement c'est que tu penses quand même à l'après F1. Bon, on verra ce que ça donne. J'ai pas tellement d'expectation pour Alpine. Vraiment, on verra ce que ça donne maintenant. On est un peu fatigué malheureusement avec Alpine, mais bon, on a l'habitude. Nous passons avec une note un peu plus positive maintenant, avec nos amis de chez As en 9ème position avec 35 points. Alors, cette première partie de saison n'est ni bonne ni mauvaise, alors elle est plus positive que négative concrètement pour Alpine, parce qu'ils ont marqué des points quand même. Faut pas l'oublier qu'il y a quelques années ils étaient en grosse difficulté financière, et Ayao Komatsu, le nouveau team principal de cette équipe, manie cette écurie d'une main de fer, et extrêmement humain aussi je trouve. Il a amené aussi l'énorme soutien de Toyota, avec notamment leur firme de sport Toyota Gazoo Racing, ainsi que leurs installations à Cologne, avec une soufflerie, ce qui n'est absolument pas à négliger en Formule 1 ou n'importe quel sport
Oula, de sport auto, pardon. Donc du coup, oui, c'est plutôt positif pour cette écurie As. Maintenant, la voiture est plutôt bien née, mais on ne sait pas si elle sera performante ou pas sur un Grand Prix ou un autre, car à un moment, elle peut faire P18 et puis sur l'autre, faire P6. Donc bon. Après, j'ai l'impression aussi qu'ils ont du mal à comprendre aussi cette voiture, que ce soit Esteban ou Oliver Berman. Écoutez, on verra. Je sais pas s'ils ont prévu de continuer à développer, je pense pas qu'ils vont continuer parce que 2026 arrive à grands pas. Pour ceux qui ne le savent pas évidemment, 2026, gros changement technique dans le monde de la Formule 1, je ferai une vidéo sur le sujet si vous le souhaitez, mais voilà, je vais pas m'attarder sur ce sujet là pour l'instant. Pour ce qui est de As, honnêtement, je leur souhaite tout le meilleur pour la deuxième partie de saison. Ça fait quand même partie des notes positives de cette première partie de saison. Ils peuvent que aller mieux, de toute manière. Vraiment, et Alpine, je les vois pas revenir. À moins vraiment qu'ils trouvent une solution miracle, mais non. Je pense qu'ils peuvent continuer sur leur belle lancée. 8ème position, nous avons Racing Bulls avec 45 points. Honnêtement, j'ai pas non plus d'avis sur Racing Bulls à part que la voiture est bien née, que c'est une écurie extrêmement bien gérée, qui fait partie du groupe Red Bull avec un duo de pilotes assez convaincant. Alors en la personne de Isaac Hadjar, notre français, qui performe Grand Prix après Grand Prix. Maintenant, la question se pose du deuxième paquet de chez Racing Bulls. Pourquoi? Puisque là, à l'heure actuelle, c'est Liam Lawson, mais avant c'était Yuki Tsunoda qui est maintenant chez Red Bull. Il y a des rumeurs, des bruits de couloir qui disent que Liam Lawson, s'il ne continue pas à performer, sera remplacé par Arvin Enblad. Ce qui serait pas nouveau dans le giron Red Bull. Maintenant, est-ce que ça serait judicieux? Je ne pense pas. Mais Liam Lawson, pour lui personnellement, va falloir qu'il se retrousse les manches pendant cette deuxième partie, car Isaac Hadjar il performe très très fort. Et Liam Lawson, on le rappelle tous, mais il a déjà été drop de chez Red Bull. S'il ne performe pas chez Racing Bulls, ça risque d'être très 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 compliqué pour lui et la suite de sa carrière. Mais bon, écoutez, on verra bien. Pour l'instant, rien n'a commencé. Ce ne sont que des bruits de couloir, mais plutôt, je dirais, une note positive pour Racing Bulls. Première partie de saison convaincante. Je pense qu'on n'attend rien de la deuxième partie, ils vont continuer à marquer des points, s'ils continuent à développer, je pense que ça ira dans le bon sens, on verra, voilà. Et nous avons en 7ème position, alors une écurie que je n'attendais pas du tout, en la personne de Sauber. Sauber 7ème position avec 51 points, et notamment un podium en Grande-Bretagne. Alors je pense que personne n'aurait pu me dire, ou prédire que Sauber allait faire un podium en Grande-Bretagne, ou même un podium tout court d'ailleurs. Cette écurie ne cessera de m'impressionner, de me surprendre. Voilà, je pense que c'est le terme un peu plus approprié. À l'ancienne, c'était Alfa Romeo, qui était très bien géré par Frédéric Vasseur, mais je trouve que cette écurie, que ça soit maintenant ou avant dans les années 2000, à l'époque de Schumacher, cette équipe a toujours eu le don de nous surprendre dans le sens où une saison ils sont nulle part et puis la saison d'après ils sont capables de faire les points régulièrement et de faire des podiums. Ça je vous avoue c'est quelque chose qui est assez impressionnant chez eux, surprenant comme je l'ai déjà dit. Donc écoutez, moi je suis très content pour eux parce qu'ils le méritent. Tous les gens qui travaillent là-bas travaillent très dur et ont connu vraiment des périodes assez compliquées. Donc très content pour eux, 51 points, un podium en Grande-Bretagne. Alors évidemment, c'est sous la pluie, tout ce qu'on veut. Ça reste un podium, il fallait être là. Ils ont un duo de pilotes relativement expérimenté et jeune avec Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg. Je pense qu'il prépare plus 2026 avec l'arrivée d'Audi. Je sais pas si on dit Audi ou juste Audi. Mais très content.
très content pour eux. Vraiment, je leur souhaite tout le meilleur parce que note positive, ça, on est clair et net là-dessus. C'est une note positive pour cette équipe qui deviendra Audi en 2026. Vraiment, je pense qu'ils ont rempli leur contrat de la saison. Je pense pas qu'ils... Tant mieux pour eux, hein, s'ils continuent à marquer des points dans la deuxième partie de saison, notamment avec les évolutions qui ont été apportées au niveau de la suspension récemment, avec des bons résultats qui ont porté leurs fruits. Mais voilà, il n'y a pas d'expectation très, très haute pour eux. On verra en 2026. Sixième position, Aston Martin. Alors Aston Martin, j'ai jamais eu une grosse affection pour cette équipe, que ce soit maintenant ou avant, voilà. Fernando Alonso ne se fait pas tout jeune. Lance Stroll, c'est Lance Stroll. Et je trouve qu'il n'a jamais eu sa place en Formule 1. Bon, ils ont recruté à foison Racing Bulls, notamment à coups de millions, en améliorant les infrastructures. Première partie de saison, j'ai envie de dire à l'image de 2024, rien d'exceptionnel. Assez compliqué en début de saison, ils trouvent des solutions, ils arrivent à marquer des points lors des 2 derniers Grands Prix. Voilà, on verra ce que ça donne parce qu'ils ont quand même recruté Adrian Newey chez Aston Martin à coup de, comme je vous l'ai dit, de millions. On verra ce que ça donne en 2026 parce que c'est là que ça va faire la différence, parce que je pense que cette année-là, Adrian Newey n'aura pas assez de temps pour que sa patte soit mise dans l'équipe ou même sur la voiture. Voilà, je m'attarderai pas trop sur Aston Martin parce que vraiment il n'y a pas grand chose à dire. C'est une des premières parties de saison, on va dire moyenne pour cette écurie d'Aston Martin. Deuxième partie, on verra. Ils peuvent pas faire pire que ce qu'ils ont fait de toute manière. Ils ont l'air d'avoir trouvé des solutions. On verra si ça s'avère être le cas pour la deuxième partie de saison. Arrivons du coup à la 5e position avec nos amis de chez Williams. Alors j'ai une affection particulière pour Williams, pas seulement pour l'attrait historique de cette équipe, mais aussi parce que c'est une écurie très bien managée par James Wolfe en team principal et qui jouit d'une paire de pilotes absolument fantastique en la personne de Carlos Sainz et Alexander Albon, et qui retrouve énormément de couleurs, qui est beaucoup plus saine financièrement qu'elle ne l'a été dans le passé, et ça j'en suis très content, et on retrouve une écurie pleine de vie. Le seul petit bémol qu'on peut leur donner, c'est peut-être la fiabilité, où là ça pêche un peu, on a eu des problèmes de frein, si je dis pas de bêtises, qui ont cramé lors du Grand Prix d'Espagne, et d'autres problèmes hydrauliques, tout le tralala. Mais ouais, non, très très content pour Williams, 70 points, 5e position, un développement qui s'est arrêté, puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils se focuseraient totalement sur le 2026 à compter de la trêve, donc il n'y aura pas d'évolution. Maintenant, c'est l'écurie la meilleure des autres, 70 points contre 52 pour Aston Martin. Je les vois pas perdre du terrain à moins de grosses catastrophes et vraiment grosses circonstances atténuantes, mais vraiment au-delà de ça, je veux souligner vraiment le management de James Wolfe qui pense sur le long terme avec cette équipe, qui l'a dit dans des interviews en disant c'est le moment de se tromper, c'est le moment de tout casser. Je caricature bien évidemment, c'est le moment de se tromper, clairement c'est le moment d'être dans la galère et de se focus après sur 2026, parce que c'est là que alors je me répète, j'entends bien, je me répète, je parle beaucoup de 2026, mais parce que ça va être le point culminant de cette saison 2025, c'est à partir de quel moment ils vont arrêter tous de développer, pour 2025 je parle. Parce que 2026 arrive à grands pas, je sais qu'ils commencent déjà à travailler dessus, tous, mais ça va être le dénominateur commun, je pense, de cette saison. Williams ont déjà, pour moi, réussi leur saison. Il va falloir faire attention à la fiabilité parce que c'est quand même un point important. Mais en tout cas, James Wolfe apporte énormément de sérénité dans cette équipe.
Ils ont une ligne directrice très claire, 2026, c'est tout. Voilà. Donc c'est très agréable à voir, à entendre. Il n'y a pas d'inimosité entre les deux pilotes, ça se match plutôt bien, donc c'est vraiment point positif, très bonne note pour Williams sur cette première partie de saison. Je leur souhaite tout le meilleur pour la deuxième, il n'y a pas de raison que ça aille dans le mauvais sens pour Williams, mais on ne sait jamais, c'est la Formule 1. Quatrième position, nous avons Red Bull Racing avec 194 points. Alors Red Bull cette année, honnêtement, ils ont été, on a entendu parler d'eux dans le mauvais sens du terme, malheureusement pour eux, avec du coup le départ, enfin la rumeur de départ de Max Verstappen chez Mercedes, qui pour moi n'a jamais été une possibilité, parce que je ne le voyais pas du tout partir de chez Red Bull, malgré l'instabilité aussi. Alors on est sur la même instabilité que chez Alpine, mais avec un degré différent. On est sur deux instabilités assez distinctes. Red Bull, ça a commencé déjà en 2020. Alors pour ceux qui se rappellent, je me souviens plus de l'année, je sais plus si c'est 2022-2023, où Christian Horner avait été accusé par une employée de l'équipe Red Bull de gestes déplacés ou d'attitudes déplacées envers elle. On connaîtra jamais le fin mot de l'histoire, mais c'était le début du chaos pour Red Bull à cette époque-là, où le père de Verstappen avait clairement indiqué qu'il voulait le départ de Christian Horner, le team principal. Ce qui s'est avéré être le cas pour cette année, puisque Christian Horner a été du coup démis de ses fonctions cette année et a été remplacé par Laurent Mekies, le français. Pour Red Bull, en tout cas cette année, c'est très compliqué, la voiture est mal née, Verstappen se plaint énormément de la voiture pendant les Grands Prix, il a beau être 4 fois champion du monde, on l'a bien vu au Grand Prix de Hongrie, la voiture a ses limites, même si même si Max Verstappen est capable de rouler à une limite, je l'entends, mais toute limite a ses limites, et clairement Red Bull est un petit peu à la ramasse sur cette fin de première partie de saison. Ils ont quand même réussi à avoir une victoire au Japon, dans des circonstances où McLaren, malheureusement pour eux, n'était pas bon, ils n'avaient pas de rythme pendant ce Grand Prix. Donc plutôt négative cette première partie de saison pour Red Bull. Ils ont marqué des points régulièrement, enfin Max Verstappen a marqué des points régulièrement avec des podiums, une victoire, mais l'écart entre McLaren et Red Bull, et en tout cas et avec les autres équipes Ferrari et Mercedes, commence à se faire sentir, parce que on voit que le rythme est en train de tomber vraiment très fortement, et le Grand Prix de Hongrie était une grosse preuve, parce que vraiment Verstappen roulait pratiquement 2 secondes au tour moins vite que les leaders, donc c'est assez voilà, contraignant pour cette équipe, assez malheureux. Maintenant, je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur le sujet, mais il y a eu énormément de départs dans cette équipe, notamment Adrian Newey, ça c'est le départ principal de cette équipe, mais voilà. Plutôt négatif pour Red Bull Racing, on verra comment ça se passe. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, Verstappen avait annoncé qu'il resterait chez Red Bull. Donc pour 2026, il restera chez Red Bull, mais encore une fois, si Red Bull ne redresse pas la barre, je donne pas cher de la peau de Verstappen, parce qu'à mon avis, il voudra partir bien vite. Bon, on verra, je clôt le sujet. Quatrième position, nous avons Mercedes avec 236 points. Mercedes qui est clairement... comment dire ? Mince. J'ai perdu le mot. Qui est carry par George Russell, qui effectue une première partie de saison à titre personnel absolument magnifique, avec plusieurs podiums. Le petit bémol de cette équipe, c'est Kimi Antonelli, malheureusement le petit jeune italien de 18 ans qui semble être un peu jeune pour la Formule 1, qui a souvent craqué en Grand Prix et qui semble subir cette pression qu'est la Formule 1, notamment en pleurant après les interviews. Donc voilà, à voir comment cela évolue,
s'ils mettent une structure autour de lui, sinon pareil, je ne donne pas cher de sa peau à 18 ans, le pauvre. Je pense que peut-être que la marche était trop haute, en tout cas peut-être ça aurait pas été une mauvaise idée de lui donner une autre année en Formule 2. Parce que la Formule 1 c'est un monde à part, encore une fois je le répète, mais c'est pas un monde de bisounours, et à 18 ans, je suis pas sûr que ce jeune homme soit formé à ça. Donc si gentil, aussi chill qu'il soit, la pression semble l'affecter plus qu'autre chose. Donc on verra pour cette deuxième partie de saison. Première partie de saison dans l'ensemble pour Mercedes en tant que telle réussie. Et à titre personnel pour George Russell, très réussi aussi avec beaucoup de podiums et clairement un rôle de leader affirmé. Deuxième position, Ferrari avec 260 points. Alors là, Ferrari, je vais être très catégorique là-dessus. Leur place au championnat ne reflète absolument pas la qualité de leur travail. Je m'explique. Je trouve cette équipe que c'est une équipe de clowns. Ferrari, et c'est comme ça depuis plusieurs années, je trouve que la communication entre les pilotes et les ingénieurs, c'est du grand n'importe quoi. Frédéric Vasseur, je l'adore, c'est le team principal du coup de l'équipe Ferrari, je l'adore, je trouve sa personnalité absolument géniale, mais par contre, à un moment donné, va peut-être falloir sévir quand tes ingénieurs ne sont pas capables d'aligner une phrase ou de communiquer clairement à ces pilotes ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible de passer pour des amateurs comme ça dans l'échelon le plus haut du sport automobile. Ce n'est pas possible. Quand vous avez votre pilote phare, Lewis Hamilton, qui dit « Je suis inutile, il faut changer de pilote », il va peut-être falloir arrêter de dire que c'est Lewis Hamilton le problème. Alors, on pourra débattre, oui, est-ce que c'est la saison de trop et machin, tout ce qu'on veut. Moi, je pense personnellement que c'est peut-être la saison de trop. Maintenant, peut-être qu'il me fera mentir et j'en serai très heureux. Mais quand vous avez vos deux pilotes, que ce soit Lewis Hamilton ou Charles Leclerc, qui n'arrivent pas du tout à communiquer avec vos ingénieurs, au bout d'un moment, il va peut-être falloir se poser des questions. Parce que même s'ils arrivent à faire des podiums, et comme l'a dit Charles, vraiment miracle, parce que c'est au petit bonheur la chance, leur podium, honnêtement. C'est clairement pas dû à la performance. Va peut-être falloir faire une petite réorganisation dans cette équipe et s'ouvrir un petit peu plus à l'international. Va peut-être falloir mettre des ingénieurs britanniques ou français, ou ce que vous voulez, mais par contre les ingénieurs italiens, je ne peux plus, et je pense qu'on a tous marre parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leurs pilotes, et ça en devient malsain. Donc je sais pas où est-ce que veut aller Ferrari avec ça. Pour moi, c'est une première partie de saison négative. Pourquoi ? Parce que pour moi, les 260 points et cette deuxième place ne reflètent absolument pas le travail qu'ils ont fait, parce qu'il n'est pas bon leur travail. C'est vraiment petit bonheur la chance qu'ils ont eu ces podiums, et alors ils méritent leur place, ils sont là, ils ont été là, ils ont fait ces podiums, mais deuxième partie de saison, si ça s'arrange pas, je pense pas que Lewis Hamilton restera éternellement en Formule 1. Il s'approche de la quarantaine lui aussi, voilà. Est-ce que c'est la saison de trop ? Ça, seul l'avenir nous le dira. Et nous arrivons du coup à McLaren avec 559 points. Alors eux, ils seront intouchables. Deuxième partie de saison, je me fais pas de soucis là-dessus. Ils vont gagner le championnat, ça c'est sûr et certain. Maintenant, point de vue pilote, ça va être une autre paire de manches parce que nous avons deux pilotes extrêmement rapides dans la personne de Oscar Piastri et Lando Norris qui ont pratiquement absolument tout gagné à l'exception du Japon et de Montréal. Je compte pas les courses sprint, les gars. Je sais pas qui sera champion honnêtement entre les deux, que ça soit Oscar Piastri ou Lando Norris. Pour moi, j'ai une petite préférence pour Oscar Piastri. Il m'a l'air d'être beaucoup plus fort mentalement. Après, Lando Norris reste un concurrent très sérieux. Il sort de 2 victoires d'affilée, et puis pas des petites victoires, c'est des victoires affirmées. Il a une position dans cette équipe-là. Faut pas l'enlever de l'équation. On verra ce que ça donne.
Maintenant, va falloir faire attention au crash, va falloir peut-être, je dis bien peut-être, mettre des consignes d'équipe pour qu'on évite la situation du Canada, qui a été dramatique malheureusement, mais voilà, à un moment donné, ça va exploser, va falloir faire un choix. Qui prendra l'ascendant sur l'autre, je ne sais pas non plus. J'attends avec impatience la deuxième partie de saison. Vraiment, je pense que c'est vraiment l'attraction de cette deuxième partie de saison, c'est qui sera champion. Parce qu'honnêtement, je pense pas que qui que ce soit est capable de dire qui sera champion concrètement. Voilà, nous avons fait le tour des points négatifs, des points positifs de toutes ces équipes-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Voilà, à me dire ce que vous en pensez aussi sur Instagram. Tous mes réseaux sociaux seront dans la description. J'ai hâte que la saison reprenne. Beaucoup de projets pour moi. Je vais essayer de vous faire du contenu, voilà, assez régulièrement. Donc le podcast est lancé officiellement. Il y a d'autres projets qui sont dans ma tête, dont je vous en parlerai bientôt. Mais en tout cas, je suis très content de lancer ce podcast. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, belle soirée, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous et on se voit à la prochaine. Ciao.